Balado conscient, épisode 161. La doctorante en art, Julie Michel. Moi, les artistes qui m'intéressent, transdisciplinaires, c'est aussi des artistes qui qui ont soit une curiosité scientifique, mais aussi souvent qui ont une espèce de double formation, qui arrivent à faire le pont entre les deux et à endosser ces deux responsabilités finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'art doit pouvoir s'articuler autour des sciences aussi pour nous faire ressentir, nous faire comprendre des phénomènes naturels. Veuillez noter que cet épisode inclut des extraits des œuvres de Knud Victor, un compositeur danois dont Julie va vous parler. Une fois que j'ai découvert le son, j'ai réussi à entendre une fourmi taper sur le sol à 1 mètre de distance. Il s'agit d'extraits de sa composition Image 6 de 1976 et Image 9 de 1980, ainsi que des entrevues avec Knud Victor. Alors, Julie Michel a étudié aux Beaux-Arts de Nantes, puis de Bourges. Depuis 2015, elle a engagé une activité de recherche et de diffusion autour de l'œuvre du Danois Knud Victor, 1924 à 2013. En 2018, Julie s'installe près de Digne-les-Bains, où, après avoir enseigné l'histoire de l'art à l'IDBL, une école d'art intercommunale, elle a travaillé au Cairn, centre d'art contemporain, rattaché au musée Gassendi. Elle prépare actuellement une thèse monographique sur Knud Victor à l'université Gustave Eiffel, laboratoire LISA, littérature, savoir et art, qui explore les relations entre art sonore, nature, territoire et écologie. D'ailleurs, voici un extrait de l'entretien autour de Knud Victor avec Laure Adler sur Les Nuits magnétiques, 12 avril 1985, sur France Culture, accompagné d'un extrait de Image 6. Le montage est de Julie Michel, tiré du Fonds d'archives numériques Knud Victor, et est utilisé avec l'aimable permission de Allô la Terre. Image 6, Luberon. Luberon est en tétraphonie. Je ne la considère pas comme de la musique, mais plutôt comme une peinture sonore faite de sons naturels et locaux. C'est l'expression des impressions reçues par 13 ans de vie en plein Luberon. C'est pas vrai, il y a plus que 13. Un cueillant de sons qui organise des intensités sonores que je veux le plus inattendues, les plus contrastantes, modulées, dissonantes. J'essaie d'obtenir l'air, la lumière, le vent, les pluies et aussi le roc, la végétation rugueuse et pas fumée de Luberon. Alors, d'où vient mon contact avec Julie Michel? Un 25 juin 2023, je reçois un courriel de cette doctorante me demandant plus d'informations sur le 7e printemps électroacoustique, un festival international sur l'écologie sonore que j'ai dirigé à Montréal en juin 1992, où Knud Victor était l'un des artistes invités pour un concert de musique électroacoustique de son travail et une conférence. Alors, Julie et moi,
eu plusieurs échanges au cours de l'année qui suit sur la vie, sur l'œuvre de Knud Victor, mais aussi sur le pourquoi du festival et de cette époque, dans les débuts des années 90, où il y avait beaucoup d'activités sur l'environnement, dont le sommet Rio et le film An Inconvenient Truth. Nous avons parlé dans un enregistrement séparé pendant environ 3 heures en juin 2024 sur Knud Victor, et ceux qui aimeraient entendre cet échange peuvent le faire sur le site de cet épisode. J'ai beaucoup apprécié mon échange avec Julie. On a parlé de plein de choses, dont le rôle de l'art, et j'aimerais partager cet extrait. J'ai énormément de choses à apprendre sur l'effondrement de la biodiversité, sur le changement climatique, et j'ai besoin que les artistes m'apprennent ce qui se passe. Je crois que c'est ça en fait. Je pense que les œuvres là aujourd'hui doivent nous apprendre, doivent documenter ce qui est en train de disparaître. C'est ça la complexité, et c'est ce qu'a fait aussi Knud, je pense, à mon sens. C'est il a documenté ce qui était en train de disparaître. Je reconnais qu'on a eu des pionniers importants dans le domaine de l'écologie sonore, dont Knud Victor, Murray Schafer, Pauline Oliveros et beaucoup d'autres. Je vous invite à ma conversation avec Julie Michel et à connaître un peu plus le travail de ce merveilleux compositeur danois, Knud Victor. Alors bonjour Julie Michel. Bonjour, On- Claude. on- Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est parler de toi, de ton travail, de ton travail, mais aussi ta réflexion sur les enjeux entre l'art et l'écologie et la crise écologique. Alors, commençons au début. Quelle est ta formation? D'où viens-tu? Puis après ça, on va parler d'art et d'écologie. Et moi, j'ai une formation, j'ai pris quelques notes hein, quand même. C'est bon. J'ai une formation aux Beaux-Arts. Donc moi, je viens vraiment d'un parcours plutôt artistique, de la pratique, donc d'une école d'art en France, aux Beaux-Arts de Nantes. Et j'ai un DENSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique, parce qu'on aime bien les acronymes, que j'ai eu en 2011, donc il y a un petit moment. Et puis ensuite à ça, j'avais un double intérêt en fait, à la fois pour le son et puis pour l'édition, ce qui m'a poussé à faire deux choses assez différentes. D'abord un DUT, donc là une formation très technologique autour des métiers du livre et de l'édition. Et puis je l'ai lâché parce que c'était très professionnalisant, et en fait moi ce qui m'intéressait c'était plutôt la recherche. Donc j'ai poursuivi ensuite en faisant un post-diplôme en art et création sonore en France, aux Beaux-Arts de Bourges. Bon, qui était un des premiers post-diplômes de ce type qui vraiment intégrait la question du son au sein d'une école d'art en l'institutionnalisant. Et puis il y avait des liens avec l'IMEB, donc l'Institut de musique expérimentale de Bourges. Enfin, c'était une sorte de continuité en fait de l'IMEB qui n'existait plus, mais il y avait des liens entre voilà, les deux. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis suite à ça, j'étais artiste associée pour la recherche de cette même école. Et dans le cadre de ce post-diplôme, c'est là que que j'ai commencé à m'intéresser aux pratiques du field recording, puisque j'ai mené un projet autour du langage sifflé sur l'île de La Gomera. Donc voilà, je me suis intéressée à ce- ce- ce langage qui est classé patrimoine immatériel de l'humanité. Et puis ça m'a amené à m'intéresser aux relations enfin, entre le son, l'environnement, le territoire, etc. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré
l'œuvre de Knut Victor d'ailleurs, puisque c'était un post-diplôme dans lequel il y avait une série d'intervenants, et une des intervenantes avait évoqué, je crois que c'était Salomé Voglin, qui a publié récemment d'ailleurs un bouquin autour des Soundwalks, a évoqué rapidement le nom de Knut Victor, qui est passé vraiment comme ça, et il était question de sons inouïs, imperceptibles, et bon, ça m'a intriguée, et en fait, j'ai fait une petite recherche, j'ai tapé Knut Victor sur le net, et puis là, je suis tombée sur une vidéo, voilà, qui m'a complètement captivée, comme un fan tombe fan voilà, de quelqu'un, d'un artiste. Et, euh, et voilà, puis de fil en aiguille, j'ai essayé bon, de trouver des sons de cet artiste, et ça, c'était beaucoup moins évident. C'est-à-dire que sur la toile, il y avait pas mal justement d'entretiens, de petites vidéos qui le présentaient, où on entendait parler de sa démarche, mais finalement assez peu de sons écoutables. Surtout à l'époque, les deux disques vinyles qui avaient été édités de son vivant en 72 par l'ornithologue Jean-Claude Rocher n'étaient pas ressortis, et ils étaient épuisés. Donc voilà, maintenant c'est un petit peu différent. Il y a des choses un peu plus facilement accessibles. En fait, au même moment, parce que ça c'était en 2014 que j'ai rencontré son travail, et 2014-2015, ce post-diplôme, et au même moment, moi je créais avec Olivier Crabé une espèce de site internet qui s'appelle Night Hall, avec cette idée de partager. C'était vraiment l'idée, passe ce qui te touche et touche d'autres à ton tour. Ça, c'est une formule d'une philosophe des sciences que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vinciane Després. Et notre idée dans cette ambiance, en plus en 2015, avec euh, les attentats et l'islamophobie ambiante en France, c'était vraiment l'idée d'avoir un espace où on a relayé donc, des textes vraiment qui analysaient politiquement la situation, mais aussi on avait un onglet qui s'appelait Witches, donc avec voilà, des pratiques sonores qui nous intéressaient. Enfin, c'était vraiment un lieu de partage, et en fait, on s'est dit, bah, parce qu'on avait partagé, ensuite moi j'avais partagé cette vidéo avec Olivier, puis on s'est dit mais c'est génial, il faut absolument qu'on consacre une page à Knut Victor sur ce site, ce qu'on a fait, et ce qui nous a permis de rassembler ce qu'on trouvait voilà, sur une page un peu archivique comme ça autour de son travail. Et de fil en aiguille, on a une amie, je fais un peu l'historique du coup de cette rencontre avec Knut, mais on a une amie qui tenait une cantine culturelle associative en région parisienne où euh, on habitait, et en fait, moi, j'étais bénévole dans le cadre de ce lieu, et on a proposé de faire une sieste sonore, puisqu'on venait de mettre la main sur les deux disques qu'un ami nous a prêtés. Donc, on a organisé une sieste sonore avec platine pour écouter les sons de Knud à cette occasion. Et puis, une Sieste copine, sonore, j'aime ça. sieste sonore. On était allongés sur des tapis, il faisait beau, ça devait être au mois de mai ou de juin, voilà, et en fait, c'est une cantine culturelle qui se présentait dans une ancienne, en fait, la cantine, c'était une ancienne caravane Airstream, puis sinon, l'espace était en extérieur, donc on avait mis des tapis, etc. Bref, et de fil en aiguille, on a une copine qui nous a proposé de poursuivre l'expérience sur une péniche à Paris. Donc là, on a fait une écoute un peu plus importante, et pour ça, parce que là c'était un événement un peu plus construit, voilà, et en fait on a pris contact avec ben, les enfants de Knut Victor, avec cette idée de pouvoir faire écouter ces sons, mais peut-être un peu des inédits ou d'autres choses hormis les disques en fait. Et en fait, ce qui nous a aussi amené à se dire, mais nous, la manière dont on a été touché par le travail de Knut Victor, c'est, comme je te disais tout à l'heure, en l'écoutant, en entendant ce qu'il avait à nous dire de sa pratique et de sa démarche, de son territoire, du Luberon, des petits ducs, des cigales, des fourmis, etc. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse entendre Knut Victor.
Donc, on ne peut pas juste faire écouter ses œuvres, il faut aussi qu'on restitue sa voix, sa démarche, etc. Et alors, on a voulu faire ça, mais comme c'était dans le cadre de l'ADOR, qui est une association pour la diffusion du documentaire radiophonique, laquelle moi je faisais partie, c'était compliqué de faire écouter directement les entretiens parce que ça nous coûtait trop cher de diffuser 2 ou 3 minutes d'une archivina ou Radio France, c'était pas possible, on n'avait pas le budget, quoi. Et donc on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retranscrire. Donc on a fait tout un travail de retranscription des entretiens et ensuite on a fait une sorte de montage. Donc on a appelé ça un mix montage. On a intitulé, selon la formule de Knut, fais attention au sol sur lequel tu marches. Euh, Parce que c'est voilà le détachement, la suite de sa petite note, ça vient d'une petite note retrouvée dans ses archives où il dit le détachement apparent n'est que provisoire. Et il y a le dessin d'une espèce de terre et d'un petit bonhomme qui se casse la figure. C'est très beau. Enfin, voilà. Bref. Et donc, ce mix montage, c'était une espèce d'assemblage d'extraits sonores que nous ont envoyés pour l'occasion Camilla Victor, donc la fille de Knud Victor, de petits bouts d'inédits comme ça, et puis des moments où on lisait les propos de Knud. Alors évidemment, il n'y avait pas toute la magie de sa voix et de son accent, etc. Est-ce qu'on peut te Et tout. demander de comment tu fais pour faire tourner un son comme ça? Est-ce que c'est un secret ou on peut te le demander? Non, c'est pas un secret. Je fabriquais tout un petit appareil pour faire ça avec. C'est c'est tout, Avec tout 4 fois assumé. rien, avec un ressort, Oui, un bout de ficelle. au fond ça a commencé parce que j'ai dessiné le son pour. Puisque j'ai pas de notes comme un musicien. Alors j'étais obligé de faire des petits croquis. Et un jour, je pensais mais peut-être si on met un courant dans le crayon, dans les traits, dans les dessins, Oui, ça c'est fera pas, un son. c'était encore une fois un jeu et tout à coup, je me suis rendu compte que ça marchait. Et puis, j'ai développé cette petite appareil, j'ai fait un plaque avec des crayons et puis avec un ami avait rempli de plomb dans des vieux cartouches de chasseurs qu'on a trouvés dans les Ouais. montagnes. Toujours un Et aspect puis- bricoleur incroyable et qui Oui, donne des résultats épatants. Et comme ça, je me suis aperçu que vraiment que je pouvais placer le son Où tu voulais. où je voulais dans l'espace, même visuellement, sur le plaque. Alors Ça correspondait. l'aspect Ah, visuel correspondait au son réel dans l'espace. Si je fais comme ça va d'un haut-parleur à l'autre. Si je fais comme ça, il va sur cela. Ou ça, ou au milieu. Alors ça veut dire que ces sons-là, ils se placent théoriquement dans l'espace, comme on les met sur la plaque. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ben, en fait, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on a été invité. Ah oui, moi j'ai fait une résidence ensuite à Marseille, à la Friche Belle de Mai. Et puis dans ce contexte-là, bon là c'était autour de mes productions plus personnelles, mais dans ce contexte-là, on a proposé une écoute de ce mix montage. Et comme on savait que les archives de Knut Victor avaient été rapatriées au musée Gassendi et que ça nous intéressait quand même déjà voilà, d'en savoir un peu plus, on savait que Camilla Victor avait commencé un travail de tri des archives là-bas. On a invité la conservatrice de l'époque du musée à Marseille, puisque les archives sont conservé au musée Gassendi de Digne-les-Bains, donc c'était pas très très loin, qui est venu et qui nous a invités à venir explorer les archives à Digne pour imaginer quelque chose dans le cadre de la Semaine du Son 2017. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit peu plus tard. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a débarqué à Digne quelques mois plus tard. On a passé une nuit blanche parce qu'elle nous a sorti une caisse de cassettes avec un radiocassette et on a commencé à écouter une émission incroyable avec Jean-Claude Rocher et Knut Victor, donc l'ornithologue. Et ça, c'était des trucs qu'on n'avait pas pu trouver sur Internet, quoi, évidemment. Et là, on était toujours dans cette démarche, voilà, de flash et de fan. Et on s'est dit, OK, on revient. Donc on est revenu, on a fait une résidence ensuite. Beaucoup plus longue et c'est devenu non pas un événement mais une première exposition publique des archives. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un travail de comment est-ce qu'on fait parce qu'en découvrant le fonds d'archives, on s'est aussi rendu compte de l'aspect prolifique de l'œuvre de Knut, quoi, de cette transdisciplinarité énorme et de choses dont on ne connaissait pas. C'est le fait qu'il avait travaillé sur des films, des installations vidéo, etc. Donc on a présenté ce travail au musée. Et, euh, et voilà, et puis ça Ben, nous a amené quand même, pour terminer, à venir vivre
près de Digne-les-Bains, puisque donc c'est très dangereux de regarder une vidéo sur YouTube, puisqu'en fait on était à Paris et on a fait 900 kilomètres. Je dis on parce qu'avec Olivier, voilà, on vit ensemble par ailleurs, et voilà, on a continué ça. Et puis ensuite, moi, je me suis dit, après avoir fait tout ce travail, je me lance dans une thèse pour valoriser aussi et puis poursuivre la recherche, en fait. Donc je suis toujours là-dedans. Et j'ai bossé ensuite pour le musée Gassendi et le centre d'art qui est rattaché, qui est aussi un centre d'art assez intéressant. J'ai été très longue.
c'est utile de savoir que Knut Victor est un compositeur qui habitait dans le sud de la France, dans le Luberon, que moi j'ai rencontré en 1991. On a parlé de ça dans les... On revient pas là-dessus, mais c'est un compositeur qui a fait des œuvres sonores, électroacoustiques, qui ont une importance pertinente en ce moment, quand on redécouvre la sensibilité puis la, la démarche artistique et scientifique de cette personne-là en relation avec la nature. Mais puisqu'on parle de nature, Julie, comment tu vois le rôle de l'art? Tu as travaillé surtout dans l'art sonore récemment, mais aussi en art visuel. Comment tu vois le rôle de l'art en relation avec la crise écologique? Oui, alors tu m'avais envoyé la question un petit peu avant, donc j'ai pris quelques notes. Je ne vais pas être exhaustive. Et puis, je ne suis pas une archi spécialiste de ces domaines, mais quand même, je pense que même si je sais bien que l'art ne va pas sauver complètement les choses, ni le monde, je pense que par contre, il y a enfin, moi, pour parler de mon expérience, c'est l'art qui m'a sensibilisée à ces questions. Donc, je pense qu'il y a quand même, voilà, il y a un rôle de ce côté-là. Il m'a sensibilisée sur ces questions d'un point de vue de l'émotion, mais aussi d'un point de vue intellectuel, puisque je pense qu'il y a, enfin, je vais y revenir, mais déjà, commençons par l'émotion. Je pense que dans le cadre de cette crise écologique, que certains auteurs, philosophes, notamment en France, je pense à Baptiste Morisot, Estelle Zong-Mengual, ont qualifié de crise de la sensibilité au vivant, c'est-à-dire d'une crise de nos relations aux êtres vivants. Je pense, ça veut dire d'une limitation aussi de nos affects vis-à-vis de ce vivant. Enfin, c'est-à-dire qu'on est complètement détaché, en fait. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais qu'on n'arrive même plus à sentir parce qu'on est dans des modes de vie qui font que, bon, voilà, ça ne fonctionne pas. Mais dans ce contexte-là, en fait, rétablir une forme de connexion passe aussi par une, une émotion, quoi, par le fait de refabriquer de l'émotion, de retisser de l'émotion, de retisser de l'attachement, mais donc ça passe par un caractère d'émotion. Et la sensibilité, on sait bien depuis longtemps que c'est à la charge de l'art voilà, de l'endosser, mais pas que, parce qu'après, je pense qu'il faut aussi faire attention, et les auteurs que j'ai cités ont bien montré ça, mais évidemment pas que, ils s'inscrivent dans une filiation de pensée qui a travaillé ces questions-là. Il faut faire attention à ne pas charger l'art que de ce fardeau de la sensibilité et de le détacher aussi de toute la connaissance qu'il peut apporter, quoi. Parce qu'après, on a eu tendance, et ça, c'est la modernité, à séparer le savoir qui serait porté par la science et la sensibilité qui serait uniquement portée par les arts. Et que là, il y a justement, et moi, les artistes qui m'intéressent, transdisciplinaires, c'est aussi des artistes qui se sont, voilà, qui ont soit une curiosité scientifique, mais aussi souvent qui ont une espèce de double formation qui arrive à faire le pont entre les deux et à endosser ces deux responsabilités finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'art doit pouvoir s'articuler autour des sciences aussi pour nous faire ressentir, nous faire comprendre des phénomènes naturels. La nature, comme mot, je te note que j'ai fait il y a déjà longtemps. Sur le mot nature, je trouve que ça n'existe pas, au fond. La nature est partout et aussi à l'intérieur de l'homme. Et l'homme fait de ce mot-là une signification d'une sorte de décor qui est propre à lui, qui est son... qui est en position de... Non, oui, que l'homme possède. Et c'est pour ça qu'il faut le protéger, parce que bientôt on n'en a plus de ça. Moi-même, je le dis sur la cigale, c'est quand même dommage s'il n'y a plus de cigale en Provence un jour. Et c'est cette tendance par l'homme de posséder la terre, au fond. Et c'est là où je trouve que pour que ça change vraiment, c'est pas
au fond, c'est pas une question des lois et des répressions et des polices et des amendes et tout ça. C'est il faut que l'homme arrive à penser comme ça d'une façon que l'écologie n'existe plus non plus. C'est une attitude de vivre pour tout le monde et que on n'abat pas un arbre sans rien, parce que c'est comme tuer son frère ou on met pas de la merde dans la rivière parce que on ne fait pas ça avec sa sœur. Au début, je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Parce que vu d'un point de vue de l'homme, c'était vraiment pas rentable. Et je me dis, mais au fond, je ne sais pas, mais je sens que ça doit être fait. Je travaille pour un autre sens, et c'est justement la responsabilité que moi je trouve que l'homme a vis-à-vis de ses environnements et la terre qui est son origine. Je peux citer un artiste avec lequel j'ai travaillé, que j'ai invité quand j'ai travaillé justement pour le Centre d'art de Digne, donc le Cairn, qui est un centre d'art rattaché à ce musée, qui est un drôle de musée, qui s'est construit autour d'une collection de sciences naturelles et aussi d'une collection plus artistique, donc qui a déjà fait un peu la jonction du fait de ces collections. Et on a une conservatrice à l'époque qui a vraiment inscrit l'art contemporain en essayant de faire se rejoindre ces deux, enfin, qui a invité des artistes à travailler, des gens comme Mark Dion et tout ça, enfin, qui ont vraiment contribué à relier ces deux, cet héritage, ce double héritage artistique et scientifique. Et le Cairn, c'est un centre d'art qui est né pour justement pouvoir inviter aussi des plus jeunes artistes à travailler ces questions au sein d'un territoire qui est la réserve géologique de Haute-Provence, puisque c'est un centre d'art qui est né dans les années 90 à l'initiative du musée, mais aussi de la réserve géologique de Haute-Provence, qui est le premier géoparc en fait mondial, hein, sur lequel ensuite, qui va devenir le modèle pour plein d'autres géoparcs. Mais bref, enfin je dis mais bref, mais c'est quand même important dans le contexte dinois parce que c'est un centre d'art sur lequel à partir duquel va se mettre en place une collection d'œuvres hors les murs très importante. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est surtout les œuvres qui ont été produites en montagne, et notamment toute une série de refuges d'art dans Bigol-Sorcier, etc. Mais pour revenir sur l'artiste, moi, que j'ai invité, et qui s'appelle Brandon Ballanger, qui lui a une double formation, hein. Pour le coup, il est artiste et scientifique, il a un doctorat en sciences, et lui s'est intéressé, il vit en Louisiane, aux États-Unis, et sa thèse de doctorat, il l'a faite notamment sur les amphibiens et sur la malformation de certains amphibiens vivant dans les cours d'eau à proximité de chez lui, enfin dans les zones. Et en fait, oui, il a fait ce lien de corrélation entre la pollution de ces cours d'eau et la malformation des amphibiens. Et il a fait tout un travail donc, scientifique visant à prouver ces liens de corrélation, mais aussi en produisant des œuvres artistiques, notamment des espèces de scans assez particuliers de ces amphibiens qui permettent de mettre en avant tout le squelette. Voilà, c'est des petits monstres un peu effrayants et en même temps, il dit très bien que le rapport à l'échelle de ces êuvres est très important parce qu'il ne cherche justement pas à effrayer ni à être dans un rapport juste de contemplation voilà, des êtres qui en vivent, mais plutôt voilà, à travailler sur l'émotivité, là encore, pour capter enfin, la conscience en fait, aussi des spectateurs. Et il a fait un autre travail qui, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré son œuvre et je trouve que enfin, c'est une œuvre qui cristallise bien pour moi le rôle que l'art peut jouer justement dans la crise écologique. Il a fait une œuvre que j'ai trouvée vraiment magnifique qui s'appelle The Frameworks of Absence. Et en fait, c'est une série de, de, cadres où il emprunte des planches naturalistes
qui peuvent être récentes ou plus anciennes, ou du bon, etc. Enfin voilà, toute une série de planches qu'il récupère ou qu'on lui envoie parfois, et dans lesquelles il découpe les espèces qui ont disparu. Et donc, il présente ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien il en a. Il doit en avoir 200 ou 300 planches. Il les présente dans des cadres comme ça. Et puis, à chaque fois, on a l'espèce disparue qui n'apparaît plus. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que toute la série montre le nombre de pertes qu'il y a eu, quoi. Et qu'il y a encore, puisque la série est en... En fait, il n'y a pas de début ni de fin. Ça continue. Voilà. Alors, c'est très symbolique au sens où c'est un produit, entre guillemets, artistique, fini, exposable dans des musées, etc. Mais je trouve que là, enfin, moi, j'ai été très touchée par ça et j'ai été aussi touchée par un entretien que j'ai lu que Joshua de Peva a fait avec lui dans la revue Bilbo, de la revue du Musée de la Chasse et de la Nature. Et en fait, il explique que les figures qu'il découpe dans comment dire, dans les planches, il les prend ensuite et il fait il les brûle. Et ensuite, il y a tout un acte de dispersion des cendres, comme on le ferait avec des humains. Et il dit, il met en place des rituels comme ça de dispersion des cendres. Alors, pas des espèces effectives, évidemment, mais en fait, il fait cette espèce d'analogie entre voilà, un deuil qui pourrait être un deuil voilà, des humains. Ben, il fait cette analogie du côté des, comme on disait tout à l'heure, des non-humains, mais pour essayer voilà, de se dire qu'est-ce que ça nous fait, en fait, une espèce qui disparaît. Qu'est-ce que c'est le monde qu'on perd avec ça? Et en fait, voilà, moi, je sais que c'est un travail qui m'a vraiment touchée. J'ai tenu à l'inviter à Dean pour qu'il travaille dans le contexte dinois et qui nous alerte aussi sur, parce qu'à Digne, on est dans un contexte très, très préservé. Comme je le disais, je t'expliquais tout à l'heure que là où je vivais, c'était un petit village à 900 mètres d'altitude et c'est assez escarpé, on est en montagne, donc il n'y a pas trop de cochonneries dans l'air et il n'y a pas trop de pesticides parce que j'ai pas de gros agriculteurs à côté de chez moi. J'en ai des petits qui en mettent certainement, voilà, mais ça reste léger. Et en fait, je me suis dit, ben, ce paysage qui a l'air voilà, très, très, très beau, etc., c'est quoi la face cachée de ce paysage en fait? Parce que on est encore quand même pris dans cette forme de contemplation, quoi. Et je l'ai invité donc ici, plus donc à Digne même, et il a rencontré un entomologue voilà, qui a fait le constat sur 50 ans vraiment d'une baisse de 80% des insectes, quoi. Et donc il a documenté tout ça à travers une pratique artistique. Ça a donné lieu à une exposition super intéressante à Digne, donc qui s'est articulée au contexte. Et ça, c'est toute la richesse du projet muséographique scientifique et culturel mis en place par la conservatrice dont je parlais, qui est partie là à la retraite, mais qui a vraiment articulé les invitations des artistes contemporains au territoire au territoire, à des problématiques qui se passent sur le territoire, justement, alors pas toujours dans cette visée écologique affirmée, mais en tout cas dans cette visée de comment est-ce que l'art peut sensibiliser à ce qu'on regarde mieux notre milieu, etc., etc. Mais ça, c'est aussi, excuse-moi, je dis juste ça, ça peut être aussi très problématique de se dire que c'est quelque chose que j'avais réfléchi avec quelqu'un avec qui j'avais eu des échanges dans le cadre de ma thèse, une historienne de l'art importante, Estelle Zumwalt, je l'ai citée tout à l'heure. Le problème parfois aussi, c'est que quand on met une œuvre d'art dans la nature, on invite les gens à regarder la nature au prisme de cette œuvre d'art. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à regarder la nature sans forcément qu'il y ait cette œuvre d'art. Pourquoi est-ce que l'art serait comme ça aussi la seule médiation possible de ce regard-là? Ça, c'est problématique. Et un des artistes écologiques importants qui a été beaucoup invité à Dean, c'est Herman de Vries, qui, comme Knut Victor dit, euh, euh, je ne suis pas musicien, par contre, ce que j'écoute dans la nature, c'est de la musique. Herman de Vries dit, voilà, moi, je ne suis pas artiste, quoi. C'est nature et art, dit-il. Voilà, donc lui, il présente seulement les choses et il n'y a pas d'œuvre pratiquement, ou elles sont pratiquement invisibles. Intéressant que tu parles d'émotion et de sensibilisation et d'ouverture et de lien avec la nature. C'est pas assez par contre parce que les problèmes qu'on a sont tellement immenses. Mais si tous les artistes, et ils le font à leur façon, chaque artiste fait ce qu'il elle ressent, est-ce qu'on a besoin de plus d'art
écologique ou est-ce qu'on a besoin plus d'artistes qui deviennent des activistes écologiques ou des citoyens engagés qui utilisent à la fois leur art, mais aussi toutes les autres euh, euh, talents qu'ils ont pour changer, parce qu'il faut changer les systèmes autour de nous. Tu habites en France, Julie. Comment ça se passe en France et en Europe en ce moment avec la... Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts pour réduire l'empreinte de carbone, mais euh, how is it going? Je sais que là, on s'est rassuré récemment à la radio française en se disant que soi-disant le trou de la couche de Saône était rebouché ou s'était rebouché. Donc finalement, c'était une manière de se frotter un peu les mains en disant oh, bah, ça va, on va reporter à plus tard nos grosses inquiétudes. Et qu'en fait, j'ai l'impression, enfin, je suis pas très calée en fait sur les questions pratico-techniques. Je peux pas te donner ni de chiffres ni de statistiques, mais j'ai l'impression que ça bouge pas plus, qu'en fait aussi le système, je veux dire, néolibéral dans lequel on est pris fait que ça ralentit pas. Pour reprendre ton injonction de ralentissement, ça ne ralentit pas, quoi. Donc, c'est pas très joyeux. Après, par contre, ce que moi, mais je suis, comme je ne travaille plus pour un centre d'art, je suis plus au cœur de la machine programmatrice, mais j'ai l'impression que quand même, il y a une forme d'émulation, enfin, comme tu disais tout à l'heure, les jeunes générations au niveau des arts sonores ou enfin, pas que des arts sonores, mais il y a quand même une espèce de fluidité des disciplines et une espèce de transdisciplinarité. Moi, j'ai plutôt confiance en ça. J'ai l'impression que, mais en France, il y a notamment une organisation qui s'appelle Coal, que tu connais peut-être sur les Oui, enjeux, oui. voilà, art écologie, qui me semble du coup valorise pas mal de projets artistiques, de jeunes artistes qui s'appuient enfin, qui font vraiment un travail de recherche assez poussé, je pense, sur les dérégulations qu'il peut y avoir et qui essayent de trouver des solutions ou des propositions plus symboliques. Euh, voilà, mais je ne sais pas si je réponds vraiment Ben, c'est une à... question très large que je te pose, mais tu as en fait, tu as répondu plutôt en montrant les œuvres et les initiatives que tu as prises d'écoute et d'espace. Parce que pour moi, c'est la force de l'art, c'est d'être présent dans la société puis d'offrir des nouvelles façons de voir, de sentir. Et c'est juste que la complexité, moi, je suis dans une période là, d'acceptation de l'effondrement de la société, dans le sens que je vois que, comme tu dis, on ralentit pas, on fait pas assez d'efforts pour changer nos modes de vie et on s'en va vers un effondrement éventuel de la civilisation telle qu'on le connaît. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que les civilisations finissent par finir. Mais celle-ci, elle est tellement gourmande, si on veut, et impossible à soutenir qu'il faut maintenant réfléchir à plus long terme. Nos enfants, les enfants de nos enfants, comment vont-ils vivre? Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est le rôle de l'art, comment l'art a joué un rôle dans le passé, dans des périodes de crise, de périodes d'effondrement, et comment est-ce qu'on peut évidemment ralentir l'effondrement, mais passer à travers, et quel serait le rôle de l'art? Euh,
je présume que des artistes comme Knut Victor, dont on a beaucoup parlé, se diraient simplement écoutez, soyez en harmonie avec la nature. Mais c'est pas évident quand on a des situations là, d'inondations et de feux. Ici au Oui. Canada, il y a des feux et tout ça, là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer à travers cette période difficile? Bah oui, mais j'ai envie de reprendre l'exemple. Il n'est pas le seul, évidemment, mais alors c'est pas, on n'est pas en France, mais il y a d'autres artistes qui s'activent en France, je pense, d'un point de vue plus militant aussi. Mais Brandon Ballanger, par exemple, en Louisiane, là où il habite, il a récupéré, enfin acheté un espace, donc un espace, un terrain, un territoire qui était cultivé auparavant, enfin c'était des champs d'OGM, quoi. Et ce lieu a été réhabilité. Enfin, il est en train, avec sa compagne, de le réhabiliter. C'est l'atelier de la nature, c'est le nom de de l'espace. C'est un grand territoire. Et ils sont en train de réhabiliter en replantant des espèces endémiques, en faisant des ateliers sur place aussi de sensibilisation aux écosystèmes. Et puis, comme en Louisiane, c'est aussi un espace qui est touché très directement par le changement climatique, puisqu'il y a des inondations. Enfin, c'est vraiment c'est une des, comme il dit, c'est une une région sentinelle du réchauffement. Du coup, il y a des villages en contrebas qui sont inondés avec des gens qui se retrouvent à la rue, sans toit, etc. Et je sais il a, il a mis au point un système d'accueil en fait chez lui, enfin voilà, où il y a des personnes qui peuvent venir se réfugier le temps que l'eau s'évacue. Enfin, donc il y a comme voilà, là il y a la double casquette militante, alors à une échelle qui est une échelle qui n'est pas une échelle planétaire, mais des liens de solidarité. En fait, c'est aussi comment est-ce qu'on retisse dans ce contexte un peu apocalyptique à certains endroits, des liens de solidarité et comment, voilà, il y a l'art, il y a les productions artistiques, mais il y a aussi là concrètement l'accueil de réfugiés, la mise en place de sensibilisation auprès de l'écosystème, de comprendre aussi que si cette espèce disparaît, bah, c'est la chaîne anthropique qui s'effondre et que ça peut créer des soucis. Après, voilà, encore une fois, je suis pas spécialiste de ces questions, mais c'est vrai que par rapport à enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, c'est par là que je crois, mais j'ai énormément de choses à apprendre sur l'effondrement de la biodiversité, sur le changement climatique, et j'ai besoin que les artistes m'apprennent ce qui se passe. Je crois que c'est ça, en fait. Je pense que les œuvres, là, aujourd'hui, doivent nous apprendre, doivent documenter ce qui est en train de disparaître. C'est ça la complexité, et c'est ce qu'a fait aussi Knut, je pense, à mon sens. C'est il a documenté ce qui était en train de disparaître.
Et c'est complexe, ça, quand même. C'est-à-dire, en plus, ça va tellement vite, quoi. On sait que ça va tellement vite. Mais moi, j'y connais rien en soi. J'ai besoin. Et c'est pour ça que j'essaye de, 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 de me tenir informée de ce qui se passe d'un point de vue de l'art, parce que c'est plus facile, c'est mon langage pour me documenter, quoi. Mais je peux parler d'un autre artiste qui était intervenu ici, qui avait fait une super. Enfin, c'est pas. Comment dire, il y avait pas d'effet concret, mais je peux donner cet exemple. C'est un projet qu'il a mené qui s'appelle La Vallée partagée. Il n'y a pas eu d'objet final de présentation, d'œuvre. Il y a eu une exposition comme ça, un peu de traces, comme de la même manière que nous, on a présenté les traces, les archives de CNUD dans des vitrines, quoi. En fait, c'est un projet qu'il a mené dans une vallée très très belle ici, pareil, ce que je disais tout à l'heure, paysage qui semble a priori entièrement préservé, mais où en fait on se rend compte que sur une petite zone comme ça des Alpes de Provence, que cette petite zone elle est connectée à la fois à la Nouvelle-Zélande, à la Chine, à la politique agricole commune de Bruxelles, à tout un tas d'autres lieux, c'est-à-dire par exemple, en fait, c'est une zone, ben, comme dans toutes nos zones montagneuses, il y a beaucoup de moutons. Bon, bah, les moutons, à un moment de l'année, on les tond. Et en fait, plutôt que de laver la laine en France, on va l'envoyer en Chine parce que les lois en termes de pollution, notamment des cours d'eau, des rivières, là où sont rejetés voilà, les eaux usées qui vont permettre le nettoyage de la laine, elles sont beaucoup plus flexibles en Chine qu'en France. Et donc, en fait, on envoie la laine en Chine, on le sait, elle revient, et puis elle revient pour être vendue ici. Mais quel est le coût de ces... C'est pour ça. Donc, en fait, c'est un territoire où il y a des moutons, on est au fin fond d'une vallée qui a l'air bien française, bien préservée, mais on est connecté à la Chine. Et puis, on est connecté à la politique agricole commune, et on est connecté aussi à la grosse concurrence des moutons qui sont vendus en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est tout un tas, c'est un espèce de, ouais, c'est aussi la question des territoires fantômes et d'une forme de colonisation nouvelle qui se passe de manière très invisible parce que, ouais, il y a d'autres territoires qui subissent aussi les effets de nos réchauffements. Alors, il y a des priorités comme ça, mais comme on sait que les personnes victimes de changements climatiques, les premiers touchés, c'est aussi enfin, je veux dire, c'est pas les sociétés occidentales un petit peu aisées, quoique ça commence à venir, mais peut-être les moyens pour se défendre sont plus faciles. Mais je voulais juste réagir à ce que tu disais tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, toi, tu arrivais à un point où, en fait, tu commençais à désespérer. En fait, c'est un peu ce que tu disais. Et moi, j'avais envie quand même de faire le parallèle avec ce qui se passe en Israël, en Palestine. Parce que il y a il y a Avi Mograbi qui est un cinéaste là encore, je suis pas du tout spécialiste, je connais pas très bien, mais j'ai vu quelques-uns de ces films qui m'ont sensibilisé à mon échelle autour de cette question il y a déjà des années. Et c'est un cinéaste qui parle de cette histoire, de cette voilà, de cette destruction lente mais certaine du peuple palestinien, qui parle de cela depuis des années et qui là, dans la situation politique actuelle, euh, vient pour la première fois de quitter. Alors, c'est un cinéaste israélien, mais qui prône la cause palestinienne. Mais il vient de quitter pour la première fois le territoire en disant, là, c'est fini. En fait, il est désespéré, comme tout un tas de gens. Donc, ça veut dire qu'on arrive aussi à la fois sur les questions, je pense, écologiques, politiques, à des niveaux de violence tels et d'accélération telle, et il n'y a plus aucune, même les instances qui sont là, soi-disant, pour calmer les choses, ne peuvent rien faire, ne font rien en tout cas. Et donc, à un moment, en fait, on désespère, on quitte, on part, on fuit, on se débrouille, on bricole. Et on Mais se concentre aussi sur les choses qu'on peut changer. Ici au Canada, il y a beaucoup de mouvements vers la localité, c'est-à-dire les communautés. Comme tu dis, l'artiste aux États-Unis qui prépare une terre ou un espace de pas c'est pas du survivalism, là. On parle pas de se cacher, en fait on ouvre des espaces pour régénérer des espaces naturels, pour développer des systèmes, en fait des systèmes anciens de coopération humaine, parce que l'histoire de l'humanité, on n'a pas toujours été dans une crise comme ça. Il y a toujours eu des conflits, mais on n'est pas, on est dans une période où on s'auto-détruit, détruit,
Puis si on ralentit et on revient à d'autres façons de faire, on peut ne pas s'autodétruire, du moins dans pas toutes les régions du monde. Donc, c'est comme une... Moi, j'essaie de ne pas être négatif ou pessimiste ou rien comme ça, mais plutôt réaliste. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'aime bien ce que tu as dit à propos du rôle de l'artiste, de nous montrer où nous en sommes. Mais j'ajouterais que l'artiste peut aussi nous montrer qu'est-ce qu'on pourrait devenir, soit en référence avec l'histoire, les peuples autochtones, les différentes cultures du monde, ou bien une nouvelle façon de vivre. C'est beaucoup mettre de pression sur les épaules des artistes, qui, comme tout Ouais. le monde essaie de gagner leur vie, mais c'est ce que les artistes font de toute façon. Mhm. Ce sont des visionnaires, ils sont le reflet de la société, des nouveaux mondes qu'on n'a pas encore même pu imaginer. Comme Knut Victor, d'ailleurs, qui anticipait en quelque part un monde à la fois imaginaire et très, très concret. Alors, Julie, on pourrait continuer à parler de ça, mais j'aime Mhm. beaucoup que tu nous as donné des exemples précis que je vais mettre dans les notes d'épisode avec des liens web pour que les gens puissent aller voir les projets, puis les artistes dont tu veux parler. Euh, je termine toujours avec une question sur ce que tu lis, ce que tu vois, mais avant de faire ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? Parce que je sais que je t'ai envoyé des questions d'avance, là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit que tu aimerais ajouter? Non, bah écoute, j'avais pris plein de notes, mais ça m'intéresse, ça m'intéresserait de savoir ce que toi tu retires comme exemple concret. Je te repose une question, mais oui, j'ai d'autres choses à ajouter. Mais d'abord, j'ai cette question. Avant de l'oublier, je vais te la poser si ça t'ennuie pas. Par rapport aux périodes passées, tu disais qu'est-ce que peuvent nous apprendre les arts dans des moments de crise, qu'est-ce que ça a permis de générer ou de régénérer. Voilà, ma question c'est est-ce que tu aurais des exemples précis par rapport à ça? Il y a des périodes historiques bien spécifiques de crise. Et puis, euh, et puis peut-être après je réponds, enfin je rajoute les quelques Ouais. commentaires que j'aurais plus. Ben, ça va être ça va être le sujet de la prochaine saison de mon balado. Je vais me concentrer là-dessus. Mais il y a un exemple, je vais donner un exemple concret on a créé un organisme ici au Canada qui s'appelle le SO en français. En anglais, c'est Scale, Sector Climate Arts Leadership for the Emergency. Donc, un organisme art et climat. On a fait ça au printemps de 2020. Puis, une des personnes dans ce groupe-là me racontait à un moment donné que dans son pays d'origine, en Philippines, les crises arrivent souvent, les ouragans. Puis, ils ont développé toutes sortes de systèmes pour non seulement survivre, mais vivre avec la nature qui peut être violente. Et c'était tellement rafraîchissant pour moi de savoir qu'il y a des cultures qui ont développé toutes sortes de systèmes de vie et qu'on n'est pas conscient ici au Canada ou dans l'Ouest parce qu'on ne valorise pas ces histoires-là et ces savoir-faire-là. Mais j'espère qu'on va écouter de plus en plus ceux qui ont déjà vécu des situations difficiles, comment est-ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est une histoire que j'ai entendue, puis ça m'a affecté énormément. J'ai dit, ah, voici une source de richesse auquel on n'écoute pas assez. L'autre chose, c'est au Canada, les peuples autochtones, avant la colonisation, avaient des systèmes de gouvernance extrêmement sophistiqués. Ils l'ont encore à ce jour. Et quand on regarde ces cultures-là, on comprend qu'ils vivaient en harmonie, sans être sans romantiser là, les peuples autochtones. On regarde leur système de gouvernance et on comprend que c'était en harmonie c'était durable et c'était en harmonie avec le monde naturel. Et donc, ça, c'est un modèle. C'est difficile à faire avec 8 milliards de personnes sur la planète, mais si on retourne à une vie plus simple et si on écoute nos aînés, nos anciens, nos cultures, toutes les cultures du monde, on va comprendre qu'il y a il y a plusieurs façons de vivre qui sont beaucoup plus durables et pas honnêtes, mais euh, healthy, tu sais, en santé. Tout ça pour dire que moi aussi, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. J'ai beaucoup de choses à apprendre mais ce qui est important, c'est
d'être à l'écoute et de ralentir le pas et de se concentrer sur les choses qu'on peut changer et en même temps d'avoir une vision du futur qui est à la fois... mais ça peut être une vision du futur à très long terme. Tu sais. Je pense que c'est inévitable qu'on va passer longues périodes difficiles, difficiles au niveau physique, là, au niveau de la chaleur, de l'eau, etc. Mais la culture est très, très importante dans ces périodes-là, puis il faut aller de l'avant. Une fois découvert la nature de son, comme quand l'araignée tisse, alors on sera plus apte, une fois qu'on sait qu'il est là, de le tirer de l'ensemble de le bruit de fond. On m'a dit à un moment donné que je regardais les arbres pousser. Et c'était juste, hein, parce que vraiment, j'attendais que ça poussait devant mes yeux tout le temps. C'est une envie d'entrer vraiment en contact profond avec les environnements. C'est la même chose au point de vue taille. Le fait pendant une après-midi, de regarder et filmer des fourmis, ça fait que cet après-midi, complètement oublié la taille. J'étais dans leur monde. Oui, puis je pense qu'il y aurait, si on revient aussi juste à l'art, oui, cette espèce d'histoire environnementale aussi de l'art enfin, je repense, c'est pas si vieux, mais dans les années 80, il y a déjà Beuys, son installation des 7000 chênes, ou son Bog Action dans les marais. C'est déjà des formes un peu de militance, ou Agnès Dénès qui plantait ses arbres. Enfin, il y a toute une, il y a aussi ouais, une chouette manière de revisiter cette histoire-là assez récente hein, de l'art, mais de valoriser peut-être ces récits-là plutôt que les récits plus modernistes de l'art. Je pense que ça, c'est aussi important. Mhm. Et j'aimais bien cette idée. C'était un éditeur, c'est un éditeur français qui s'appelle Baptiste Lanaspez, Lanaspez, pardon, qui parle du fait que aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un programme d'alphabétisation écologique collective. Et je pense que c'est vraiment ça le rôle aussi de l'art, avec cette idée d'aller chercher, comme le fait CNUD, des petites histoires très situées, quoi, de pas être immodeste, mais de rester dans une forme de modestie et de localité. Je pense que c'est ça aussi. C'est pas d'être dans le mondialisme, quoi, mais de rester là où on est et puis de documenter déjà juste là où on est. Je pense que ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure vis-à-vis de Knut, c'est de ne pas être dans des récits anthropocentrés. C'est de résister à ces récits-là, quoi. Et je pensais à juste une chose aussi, c'est que, bah, évidemment, après, au niveau de l'art, il y a plein de... Mais je crois que tu as fait des entretiens avec des personnes qui ont à voir avec ces pratiques-là. Il y a aussi des relais pour les institutions elles-mêmes de mieux faire, quoi. Enfin, de, comment dire, de manière de penser aussi nos déplacements, les transports dans l'art contemporain, c'est énorme, les transports des œuvres et des artistes, la question, euh, la question de la production des œuvres, enfin, c'est des coûts énormes quand on voit les biennales, etc. Ça peut être
ça peut engendrer des micro-catastrophes écologiques. Donc, si on peut se les éviter, surtout qu'en plus, c'est très à la mode dans l'art de parler d'écologie, c'est clair. Ça peut être intéressant. Et en France, je pensais à des initiatives assez innovantes pour améliorer les pratiques et peut-être les changer, et qui apportent aussi des outils pour le faire. Peut-être tu en as entendu parler. La première, c'est alors, je ne sais plus si c'est une association à vérifier, ça s'appelle Les Augures, qui a été créée en 2020 pour relier justement les urgences environnementales aux pratiques institutionnelles, en accompagnant justement les institutions à ce niveau-là. Et puis une autre initiative qui est assez récente, c'est un bureau d'études plutôt, qui s'appelle la Déménagerie, qui a été fondée par Joshua de Peva et Anne de Malray, qui sont deux personnes qui ont vraiment fait un travail admirable au sein de cette revue Billboard. Anne de Malray était la directrice en chef de rédaction de la revue du Musée de la chasse et de la nature que j'évoquais tout à l'heure. Et eux, ils ont fait vraiment donc un bureau d'études pour accompagner les institutions scientifiques et artistiques qui, dans ce contexte de crise écologique, je les cite, hein, cherchent à repenser leurs pratiques, modes d'exposition, discours, programmation pour faire une nouvelle place aux êtres vivants, aux vivants, aux autres vivants, pardon, dans notre culture. Et ça me semble aussi important puisque c'est l'idée de comment est-ce qu'on fait pour arrêter de percevoir le vivant, le paysage comme une espèce de chose séparée, quoi. Et comment est-ce qu'on redonne de l'intentionnalité, comment, comment, entre guillemets, on change d'ontologie, même si ça ne se décrète pas que de changer d'ontologie, qu'on ne fait pas ça comme ça, qu'il faut d'abord changer les usages et les représentations. Mais il me semble que c'est des organisations, voilà, je suis curieuse, parce que comme ça vient d'être créé pour la dernière, de suivre un peu leur Moi travail. aussi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je vais les mettre dans les notes d'épisode. Et je viens de publier récemment un épisode avec Caroline Voyer, qui est je dirais, une activiste environnementale à Montréal, qui a créé il y a plusieurs années un organisme qui s'appelle le Conseil des événements éco-responsables du Québec. Et eux font justement la sensibilisation des individus, des organismes pour réduire l'empreinte de carbone dans le transport, les relations avec le public, l'utilisation de programmes et tout ça. Puis ça, c'est important parce que ça, ça fait en sorte que, en anglais, on dit walk the talk, tu sais, de pouvoir être engagé dans un processus de réduction d'empreinte carbone, même si c'est relativement à petite échelle. Ils font, en Angleterre, ils le font depuis longtemps avec Julie's Bicycle, mais je sais qu'il y a des organismes semblables en France et ailleurs. Ça, c'est comme un point de départ de faire ce qu'on peut et d'avoir du plaisir à le faire. Comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment tout en ayant une expérience artistique riche et des fois, c'est même mieux la façon écologique de faire les choses. Merci pour ces liens-là. Le petit duc. C'est un hibou. Je termine donc avec ma question sur ce que tu lis et ce que tu entends. Mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui a comme changé un peu ta façon de voir, de faire les choses que tu aimais partager avec nos auditeurs? En termes de publication, films, Oui, etc. oui, oui, oui. Mais j'avais justement reçu ta question en effet et noté. Alors, je vais te donner plusieurs choses parce que c'est arrivé quand j'ai lu cette question. J'avais 50 000 références qui sont arrivées. Donc, je les ai vite notées et je peux les livrer un petit peu en vrac. Mais je vais livrer celles qui me sont venues tout de suite. J'ai parlé de la revue Billboard. Mhm. euh, les numéros dirigés notamment donc, par Anne de Malray, qui n'est plus en poste pour le moment, mais voilà, super belle revue qui allie justement savoir et sensibilité autour de ces enjeux de conservation de la nature voilà, de régénération. C'est vraiment magnifique. Après, j'ai pensé, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le ralentissement, c'est un roman graphique que j'ai lu il y a quelques années sur les conseils d'un philosophe avec qui je n'ai jamais eu la chance d'échanger, mais à travers une émission, moi je prends aussi mes références comme ça, Bruno Latour. Et donc c'est Saison brune, un roman graphique, je ne sais pas, peut-être que tu le connais, qui est vraiment Je magnifique, où c'est connais l'enquête. Bruno Latour, mais pas cette œuvre-là. Mhm. Philippe Squarzoni, ça a été publié en 2018, et c'est vraiment une espèce de grande enquête autour du réchauffement climatique. Et là, je trouve que ça donne
voilà, quand on comprend les enjeux, mais voilà, qu'on les maîtrise pas. Et là, il y a vraiment une enquête autour de personnes impliquées sur ces questions, notamment du GIEC et tout ça. C'est vraiment super intéressant. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a il tisse un récit personnel à cette enquête. Je crois, il y a un moment dans le livre, je ne spoile pas, mais où il remet aussi en question ses propres pratiques, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, il est amené à prendre beaucoup l'avion, etc. Et en fait, il se re-questionne et il se repositionne par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est chouette parce que toute son enquête l'amène aussi à modifier son propre devenir, parcours personnel vis-à-vis de ces questions, quoi. Donc, ça questionne l'échelle individuelle et l'échelle collective de manière très, très juste. Ensuite, j'ai noté en termes de publication, j'ai cité l'historienne de l'art Estelle Zong-Mengual, un livre qu'elle a publié en France aux éditions Actes Sud, Apprendre à voir, qui est pour moi, ça a été un livre de chevet, voilà, et c'est publié, elle le publie en 2022, et elle acte le début d'une histoire environnementale justement de l'art. En tout cas, je parle pour les publications en France. Pour moi, c'est un pavé dans la mare, quoi, hein. Ça n'avait pas eu lieu. Et ce qui est très chouette, c'est qu'elle, bon, c'est notamment, elle a tout un développement autour de la justement de la manière dont il faut absolument se dépêtrer de cette idée de contemplation du paysage et aller voir ce qui joue dans ce paysage et le fait que le paysage est habité, il y a des intentionnalités, etc. Mais ce qui est très chouette dans cet acte d'une histoire environnementale de l'art, c'est aussi de dire qu'il faut réhabiliter absolument une date qui a été complètement évacuée et relire l'histoire de l'art à ce prisme-là. C'est 1859 avec la théorie des espèces de Darwin. Comment est-ce qu'on fait quand on intègre cette date dans l'histoire de l'art? Et pour moi, qui ai une formation artistique, en partie théorique, c'est vrai que c'est une date, on va dire, on m'a parlé du cubisme, du futurisme et compagnie, mais je veux dire, j'ai une date, par contre, dont j'ai rarement entendu parler dans le cadre de mes études. Donc voilà, livre important, je pense, sur ces questions. David Abraham, Comment la Terre s'est tue, mais ça c'est voilà, c'est un peu un classique. La parabole du semeur, Butler, magnifique. C'est vraiment, tu connais sûrement le récit de J'ai tout cette lu, oui. Puis j'y pense à magnifique. tous les jours. C'est fou, hein? À Ouais, sa ouais, ouais. vision, puis comment ce monde-là se déroule. C'est merveilleux, Olivia Butler. Côté film, je dirais revoir Les glaneurs et les glaneuses de Varda. Je dis ça parce que je l'ai revu cet hiver. C'est un film qui date de 2000, c'est magnifique, quoi. Très beau documentaire qui aborde cette question à la fois du point de vue du futur, c'est quoi, mais surtout aussi du déchet. Enfin, parce on a tendance un peu à oublier, on les cache, on les enfouit et on ne sait plus quoi en faire, notamment pour le nucléaire. Je pense que c'est quand même. Elle questionne tout ça un peu en sourdine à travers cette pratique de la glane, enfin, c'est un terme, voilà, mais je trouve ça très très beau parce que ça parle aussi de précarité, ça parle aussi, voilà, de tout ça. Et dernier film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps d'un réalisateur documentariste que j'adore, qui s'appelle Dominique Marché, La Rivière, qui là aussi, un peu à la manière de Sylvain Gouraud dans son travail artistique dont je parlais tout à l'heure, La Vallée partagée, complexifie l'image de la rivière pour prendre en compte tous les acteurs qu'il y a et tous les enjeux qu'il y a autour des rivières françaises, mondiales, aujourd'hui n'importe quelle rivière. Qu'est-ce qui se joue quoi derrière ça? Et il a fait aussi des magnifiques films autour de l'agriculture. Voilà, enfin qui questionne l'agriculture évidemment intensive, etc. Et au niveau des podcasts, j'ai pensé à ça, Mhm. parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, alors que je pense que c'est un podcast qui est assez ancien, Antoine Chao, c'est le frère visiblement de Manu Chao, qui a un podcast qui s'appelle C'est bientôt demain, c'est une vingtaine de minutes sur France Inter, il me semble, oui, je crois que c'est France Inter en France, Radio Française. Et c'est vraiment du reportage de terrain, mais sur les enjeux environnementaux. Et voilà, c'est un ancien de Là-bas si j'y suis. Peut-être que ça parlera à certains de tes auditeurs, émission Mhm. assez voilà, politique de Daniel Mermet. Et en fait, je voulais vraiment rapatrier ça parce que je me suis dit, ça c'est important aussi dans le contexte dans lequel on est en France, notamment au niveau de la radio publique. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'émissions qui se font petit à petit évincer, expulser, parce qu'ils abordent des questions qui dérangent. Et je pense à l'exemple de Guillaume Meurice. Bon, il y a toute une polémique autour de ce journaliste en ce moment qui s'est fait expulser pour avoir... bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, les personnes qui seront intéressées pourront aller voir, mais visiblement, ce podcast de Antoine Chao est un petit peu sur le point de bascule. Donc, on ne sait pas trop quel sera son avenir. Et moi, je pense voilà, il fait entendre des voix un peu divergentes où il documente de manière juste pratique, comme un bon documentariste peut le faire, ces enjeux-là, et ça vaut le coup.
Et après, bon, j'en ai encore Mais plein, plein. qu'est-ce qui dérange avec son propos? Pourquoi est-ce qu'il y a une réaction forte? Ben, par exemple, je crois qu'il a fait des émissions sur Sainte-Soline. Je ne sais pas si tu avais un petit peu suivi en France les rassemblements, manifestations autour des méga projets de méga bassines Mhm. à Sainte-Soline. Et en fait, le fait d'avoir donné parfois la parole à des... En fait, en France, dans le contexte médiatique, là, il y a quand même une sorte... on a un peu tendance à il y a une, comment dire, il y a un durcissement quand même autoritaire qui se fait et qui fait que aujourd'hui, les soulèvements de la terre, qui est notre, enfin, il y a, comment dire, il y a un durcissement qui se fait à l'endroit, on va parler de, de terrorisme écologique, quoi, hein. On est dans des vocabulaires comme ça. Et donc, il peut aller enregistrer, documenter ce type d'événement et les enjeux qu'il y a derrière. Et en fait, voilà, politiquement, les choix qui sont faits sur certaines radios publiques aujourd'hui sont un petit peu, voilà, ça dérange, quoi. Je réponds pas de manière, Non, je non, commence mais à faire. c'est clair. Pourquoi ça dérange? Ça dérange le capitalisme Voilà, effréné, puis voilà. ça dérange les pouvoirs, puis Ah c'est là, ce qu'il faut voilà. faire, en fait. Il faut avoir une opposition aux certaines Ouais. façons de faire. Il a Ah, fait mhm. récemment une émission sur la scène notamment et sur par rapport aux JO, aux Jeux Olympiques et le fait que la Seine a été valorisée comme potentiellement une piscine olympique, mais en fait c'est une catastrophe quoi d'un point de vue de la pollution. Ça, on a Tout ça. entendu parler. Là, on est en train de filtrer l'eau de la Seine à travers des milliers de turbines, je sais pas trop quoi, qui seraient rejetées et qui seraient beaucoup plus saines, alors que pas du tout. Enfin, bon, voilà, moi j'écoute ça. Là, je citais ça, je te dis, des titres et des références que j'ai pris très vite, notamment dans les podcasts, parce que c'est des choses que j'écoute en voiture en allant chercher mon fils à la crèche. Donc, je suis pas toujours hyper attentive, mais voilà, je sens que c'est des paroles dont on a besoin et ça m'embête un peu de me dire, parce que j'ai vu un communiqué en fait justement de Daniel Bermé là-bas si j'y suis, qui continue d'envoyer des newsletters en disant que c'était une des émissions sur le réseau public qui était potentiellement en bascule et qui risquait d'être éjectée. Et là, je me suis dit, merde, quoi, parce que s'ils éjectent les trois, quatre émissions qui restent avec un point de vue un petit peu politique, d'analyse fine du terrain sur des enjeux qui, bah oui, qui dérangent, comme tu disais, quoi, le capitalisme et voilà, et ceux qui s'en mettent plein les poches sur les méga-bassines, c'est quand même ça. C'est quelques agriculteurs qui bénéficient de ce pouvoir de l'eau, alors que l'eau, c'est un bien collectif. Bah, c'est quand même problématique. Donc, je me suis dit, c'est pas. Enfin, bon, de toute façon, je sais pas si tu as un peu suivi, mais le contexte français est assez terrifiant en ce moment. C'est pas nouveau, je veux dire, le terrain est préparé depuis longtemps et il y a des forces, voilà, qui luttent un peu contre l'obscurantisme ambiant. Et voilà, j'ai envie aussi de garder, pas espoir, j'aime pas toujours, mais voilà, il y a des belles choses parallèlement. En fait, dans cette grande noirceur, à certains endroits, il y a aussi des super belles initiatives. Et, euh, et voilà, mais je C'est la pense même chose que ici avec des mouvements politiques. oui, commencer au Canada, de ce point de vue-là, vous On êtes... n'ira pas dans le détail, là. Non, non, non. Dis- Disons que c'est plutôt aux États-Unis qui m'inquiète le plus avec Trump et un mouvement qui aussi se prépare depuis un bout de temps. Là, il faut résister. Il faut dialoguer aussi avec les citoyens, avec ceux qui croient à une certaine chose, qui peut-être que c'est pas ce qu'ils pensent. Moi, je crois beaucoup au dialogue, puis aux échanges, puis qu'est-ce qu'on a en commun, puis c'est qu'il y a certains systèmes politiques qu'il faut mettre de côté, puis juste se parler en tant que citoyen, en tant que voisin, etc. Mais je lui dis, genre, on va s'arrêter là parce qu'on a fait le tour de la question de l'art et la crise écologique. Puis j'apprécie beaucoup tous les exemples. Je vais tous les mettre dans les notes
parce que j'ai pas eu beaucoup de conversations avec des collègues en France. Puis ça fait du bien de savoir des petits morceaux là, de Mhm. qu'est-ce qui se fait. Mais c'est aussi, surtout, tes convictions en tant que chercheuse, puis commissaire, puis organisatrice. J'apprécie là, l'énergie que tu mets, surtout dans le projet de Knut Victor, mais aussi à faire des liens. Puis je t'invite à continuer le dialogue avec nous ici au Canada parce que éventuellement, il va y avoir des possibilités d'échange, etc. Super. Oui, oui, bah, je te remercie aussi. Tu m'avais un peu surprise, puisque dans ma demande d'entretien initiale, je voulais moi te questionner sur Knut Victor et On- me retrouver on- avec cette proposition, en mais fin de compte, on a fait pourquoi les pas deux. cette question. Voilà, Puis ça m'a fait du bien de retourner il y a 30 ans en arrière, puis de renouer avec cette période-là d'effervescence du septième printemps électroacoustique à Montréal. Donc, mais je te remercie énormément pour ça. merci à toi, Claude.